Je aime, appelle Caroline. Et, si je suis encore en vie pour raconter ce qui s'est passé, est uniquement parce que mon mari Antoine a trouvé la force de me murmurer une phrase qui a sauvé ma vie. Ce matin-là, nous marchions tous les quatre le long une randonnée sur les hauteurs des gorges du Tarn, une sortie que notre fils Pierre et sa femme Laurence avaient proposée pour célébrer notre anniversaire de mariage. La lumière était belle, le ciel dégagé, et tout aurait dû être paisible. Pourtant, une inquiétude sourde me tordait l'estomac depuis le départ. Il y avait quelque chose dans le regard de Pierre, quelque chose de froid et d'impénétrable. Je me disais que était sûrement mon imagination, que j'y étais fatigué, que je devais arrêter de me faire des idées. Au moment où nous avons atteint un promontoire rocheux, Laurence S. est tournée vers nous avec son sourire doux, un sourire qui aujourd'hui me glace encore le sang. Elle a levé sa caméra et a dit qu'elle voulait prendre une photo de nous avec la cascade en arrière-plan. Antoine et moi avons avancé d'un pas. Le vent soufflait légèrement, et je me souviens avoir pensé que la vue était vraiment magnifique. Est alors que tout a basculé. J'ai senti un choc violent dans mon dos, une force brutale qui m'a propulsé vers l'avant. J'ai eu juste le temps d'entendre un cri, peut-être le mien, peut-être celui d'Antoine, avant que mes pieds ne quittent le sol. Dans ma chute, j'ai vu le ciel tourner, les arbres se renverser, puis rien que le vide. L'impact a été une violence que je n'aurais jamais imaginée. Une douleur aiguë a traversé mon corps, comme si chaque os avait éclaté. Je ne pouvais plus bouger. Un goût métallique envahissait ma bouche. Autour de moi, les rochers formaient un écrin froid et cruel. J'y entendais difficilement, comme si mes oreilles étaient plongées sous le haut. Puis, dans ce chaos, la voix d'Antoine a traversé l'air, faible, brisée, mais terriblement lucide. « Caroline, ne bouge pas, fais la morte. » Était un ordre, un appel désespéré, et je savais que je devais obéir. Je me suis immobilisée totalement, luttant pour contrôler ma respiration, espérant que Pierre et Laurence nous croiraient morts. Je ne comprenais pas encore pourquoi ils avaient fait cela. Je ne comprenais pas comment notre propre fils avait pu commettre un geste aussi monstrueux. Pendant que le sang coulait sur mon visage, je sentais Antoine à quelques mètres. Sa voix est revenue, si faible que j'ai cru avoir imaginé. « Il faut que tu saches la vérité, Caroline. Je ne pouvais pas mourir sans te le dire. » Une panique froide a glissé dans ma poitrine. Ce n'était pas le moment de confession. Nous étions en train de mourir. Pourtant, il continuait. « Ce n'était pas un accident pour Édouard, a-t-il murmuré. Ces mots ont frappé mon esprit comme un éclair. Notre fils aîné, Édouard, mort 20 ans plus tôt dans un ravin après une sortie nocturne. On nous avait dit qu'il avait glissé. Nous avions pleuré, enterré notre esprit et tenté de continuer à vivre. Mais Antoine venait de briser cette histoire en une seule phrase. « Pierre l'a poussé, a-t-il soufflé. » Je voulais crier, hurler que était impossible, mais je devais rester immobile, silencieuse, morte. La douleur de la chute a soudain laissé place à une douleur plus profonde encore. Une douleur qui venait de mon ventre, de mon cœur, de tout ce que j'y avais été comme mère. J'y avais aimé mes deux fils sans jamais faire de différence. Je croyais les connaître. Je croyais que notre famille, simple et honnête, était solide comme le bois qu'Antoine sculptait dans son atelier. Et là, au fond d'eux, un ravin, brisé, j'y apprenais que mon propre fils avait tué son frère, et qu'il venait de tenter de nous tuer à notre tour. Les pas de Pierre se rapprochaient. Je pouvais entendre les pierres rouler sous ses chaussures. Mon cœur battait si fort que j'y avais peur qu'il l'entende. Antoine est tué aussitôt. Pendant quelques secondes, tout mon être n'a été que peur pure. Puis, j'y ai entendu la voix de Pierre, nerveuse, haletante. « Ils sont morts, les deux. » Et la voix de Laurence, froide, presque soulagée. Parfait. Je me suis senti glisser encore plus loin de la réalité, mais je me suis forcé à rester immobile. Je n'avais pas le droit de mourir maintenant. Pas avant de connaître toute la vérité. Pas avant de protéger ce qui restait de ma famille. Mais avant de continuer,
Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Lorsque les pas de Pierre et de Laurence se sont éloignés, un silence étrange a enveloppé le fond du ravin. Je restais immobile, le corps brisé mais, esprit en alerte, attendant que le moindre bruit confirme qu'ils étaient vraiment partis chercher de l'aide. Antoine respirait avec difficulté, mais je pouvais sentir sa présence, comme un fil ténu qui me retenait encore du côté des vivants. Après quelques minutes interminables, sa voix a de nouveau traversé l'air, aussi fragile qu'une feuille sous la pluie. « Caroline, je dois te raconter tout ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. » J'y ai fermé les yeux, comme si cela pouvait atténuer la douleur qui irradiait de mes côtes. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que J allait entendre. Cette nuit-là, celle où Édouard est mort, sa voix est brisée. Je l'ai vu se disputer avec Pierre. Je les ai suivis parce que Édouard était bouleversé depuis plusieurs jours. Mon cœur est serré. Je me souvenais de cette période. Édouard avait refusé de me parler, lui qui d'habitude se confiait toujours à moi. Ils étaient près du ravin, exactement comme aujourd'hui. Édouard tenait des papiers dans les mains. Il criait que Pierre avait volé de l'argent sur nos économies. De petites sommes, puis des sommes plus importantes. Il lui disait qu'il avait des preuves. Je sentis mon souffle se bloquer. De l'argent volé. Mon esprit se débattait avec cette idée. Pierre, notre fils cadet, toujours silencieux, presque timide. Voleur. Antoine poursuivit, chaque mot semblant lui coûter une part de lui-même. Édouard menaçait de tout nous dire le lendemain. Pierre était hors de lui. Il disait qu'il en avait assez d'être traité comme un enfant, assez de vivre dans l'ombre de son frère. Je revoyais mes deux garçons. Elle, un brillant et sociable, le autre plus fermé, toujours hésitant. Était-ce là la racine du drame? Une jalousie profonde, nourrie en silence pendant des années? J'y ai essayé de m'approcher, dit Antoine, mais ils étaient trop proches du bord. J'y ai entendu Édouard dire que si Pierre ne confessait pas tout, il irait voir la police. Sa voix se fit rauque, comme si le souvenir le brûlait encore. Et alors, Pierre, a poussé. Ces 4 mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Il, a poussé. Il, a poussé. Pas un accident. Pas un faux pas. Un geste volontaire. J'y ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Il est tombé sans un cri, murmura Antoine. Je suis descendu comme un fou, mais il n'y avait plus rien à faire. Pierre pleurait, tremblait, répétait que ce haine n'était pas volontaire, que c'était Édouard qui l'avait provoqué, que c'était un accident. Il marqua une pause, puis sa voix devint presque inaudible. Et moi, je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais le croire. Je ne voulais pas perdre mes 2 fils la même nuit. Un choc de douleur traversa mon corps, mais était mon âme qui se déchirait. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» réussis-je à murmurer. Antoine poussa un long soupir. Parce que j'y avais honte, parce que j'y ai eu peur, parce que je pensais que Pierre allait changer, qu'il comprendrait la gravité de ce qu'il avait fait. Je me suis convaincu que était une erreur de jeunesse, que le chagrin, avait transformé. Il inspira difficilement, puis ajouta « Mais Pierre n'a jamais changé, il n'a jamais rendu l'argent, il a continué à prendre de petites sommes, et je me suis tue. » Chaque silence me rendait complice, et chaque silence t'éloignait de la vérité. Je restais immobile, mais en moi, tout s'effondrait. 20 années de deuil, 20 années de culpabilité, 20 années à me demander pourquoi Édouard était sorti ce soir-là. Tout prenait un sens atroce, et ce sens me transperçait comme les pierres sous mon dos. « Caroline, » reprit Antoine, « je ne t'ai pas tout dit. Il y a quelques semaines, j'y ai découvert que Pierre devait beaucoup d'argent à des prêteurs privés, des dizaines de milliers d'euros. Il risquait de perdre sa maison, son commerce, tout. » Sa voix trembla. Et surtout, j'y ai compris qu'il comptait sur notre héritage pour s'en sortir. Il était désespéré. Il voyait notre mort comme une solution. Un vertige envahit. Mon propre fils avait tué son frère pour de l'argent, et maintenant il voulait se débarrasser de nous pour les mêmes raisons. Et moi je n'avais rien vu, ou peut-être avais-je refusé de voir. « Je suis désolée, Caroline,
murmura Antoine. Je n'ai pas su protéger notre famille, pas contre notre propre fils. À cet instant, J ai entendu au loin un bruit de voix, des éclats métalliques, des cordes qu'on déroule. Les secours arrivaient. Une part de moi voulait hurler, vivre, me lever pour dénoncer Pierre. Une autre part savait que si je bougeais trop tôt, il comprendrait que nous étions vivants. Alors je suis resté immobile, le visage couvert de sang séché, le corps brisé, l'âme en morceaux. Mais cette fois, je n'étais plus une victime. Cette fois, je connaissais enfin la vérité. Et la vérité, elle, ne tomberait plus jamais dans le ravin. Lorsque les secours se rapprochaient du fond du ravin, je demeurais immobile, mais mon esprit, lui, accrochait au fil des souvenirs que je devais remettre dans l'ordre. Car pour comprendre pourquoi Pierre avait tenté de nous tuer, je devais remonter quelques mois en arrière, au moment où tout avait réellement commencé à basculer. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que des gestes que je croyais innocents étaient en réalité les premiers signes d'un piège qui se refermait sur nous. Tout avait commencé un soir d'automne, autour de notre vieille table en chêne que Antoine avait fabriquée il y a plus de 30 ans. Pierre et Laurence étaient venus dîner, souriants, chaleureux, presque trop parfaits. Laurence avait apporté un dessert maison, une tarte aux pommes qui sentait la cannelle, comme si elle voulait rappeler les dimanches de mon enfance. Pierre nous avait regardés longuement avant d'aborder le sujet qui allait tout déclencher. « Maman, papa, vous avez plus de 60 ans maintenant, » avait-il dit. « Il serait temps de préparer votre succession. Ce serait plus simple pour tout le monde. » J avait senti une gêne immédiate. Nous n'étions ni riches, ni imprudents. Nous avions vécu une vie modeste mais stable. Notre maison en pierre, notre petit terrain et environ 40 000 € économisés au fil des années étaient tout ce que nous avions. Rien qui méritait de grandes discussions. Mais Pierre insistait. « Vous devriez aller voir un notaire. Nous pourrions être désignés comme héritiers principaux. Ensuite, nous répartirons pour les petits. Vous savez bien que nous ferons tout avec justice. » Laurence hochait la tête, ses yeux doux cachant une détermination inquiétante. « Ce serait une sécurité pour vous. Et pour nous aussi. Nous voulons vous protéger. » Je me souviens avoir senti une tension dans mon ventre, un instinct que je ne pouvais expliquer. Peut-être parce que Pierre avait toujours évité de parler d'argent, ou peut-être parce que depuis quelque temps, je percevais une impatience froide dans son comportement. J en avait parlé à ma sœur Juliette. Elle avait pris une longue inspiration avant de me dire « Caroline, ouvre les yeux. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Pourquoi cette urgence tout à coup ?» Antoine, lui, semblait plus ouvert à l'idée. « Cela simplifierait les choses plus tard », m'avait-il dit. Mais je commençais à remarquer que son regard se perdait parfois dans le vide, comme s'il cachait un secret que je ne comprenais pas encore. Aujourd'hui, je savais exactement quel secret le dévorait. Peu après ce dîner, Pierre et Laurence se mirent à apparaître de plus en plus souvent. Leur gentillesse avait quelque chose de mécanique, comme une répétition bien étudiée. Ils nous apportaient des idées pour réduire nos dépenses, pour vendre la maison et acheter un appartement plus petit, pour faire des investissements prétendument avantageux. Pierre parlait aussi beaucoup de nos comptes, de nos assurances, de nos relevés bancaires. Trop, beaucoup trop. Un soir, alors que nous rangions la cuisine après leur visite, J avait dit à Antoine « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pierre ne s'est jamais intéressé à nos affaires avant. » Antoine avait figé un instant, une ombre passant dans son regard. Je n'avais pas compris sur le moment, mais il savait déjà qu'une tempête approchait. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé à fouiller discrètement les finances de Pierre. Et ce qu'il avait découvert dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. Pierre devait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il avait contracté des crédits qu'il ne pouvait plus rembourser. Il avait emprunté de l'argent à des prêteurs privés, des personnes qui ne plaisantaient pas avec les retards de paiement, et surtout, il semblait avoir falsifié ma signature pour accéder à une petite partie de nos économies. La trahison aurait détruite si je l'avais su alors. Mais Antoine, rongé par une culpabilité ancienne, avait gardé le silence. Les jours suivants avaient été lourds, emplis d'une tension invisible. Pierre et Laurence revenaient presque chaque semaine, nous parlant encore de succession, de procuration, de formalités qui me donnaient la chair de poule. Je sentais leur impatience derrière chaque sourire.
Je ne voulais pas croire que mon propre fils serait capable de nous manipuler pour survivre financièrement. Je ne voulais pas croire que l'argent pouvait transformer un enfant en prédateur. Puis un soir, Pierre avait téléphoné. Sa voix était surprenamment douce. « Maman, papa, Laurence et moi avons pensé à quelque chose de spécial pour vous. Un cadeau pour votre anniversaire de mariage. Une journée à la cascade, aux gorges du Tarn. Une randonnée tranquille, des photos, un pique-nique. Cela vous ferait du bien. » Je était figé instantanément. Quelque chose sonnait faux, terriblement faux. J'y avais regardé Antoine, et j'y avais vu la peur dans ses yeux. Une peur que je n'avais jamais vue en plusieurs décennies de vie commune. Ce regard disait tout. Il savait. Il avait enfin compris ce que Pierre préparait. Nous ne pouvions pas refuser, pas sans éveiller leurs soupçons. Antoine avait alors eu cette idée, cette dernière arme, enregistrer tout ce qui allait se passer. « Si nous mourons, au moins la vérité ne mourra pas avec nous », avait-il murmuré. Et c'est ainsi que nous étions montés dans la voiture ce matin-là. Pierre souriant dans le rétroviseur, Laurence chantonnant, le soleil brillant comme si de rien n'en était. Et nous, deux vieillards qui allaient affronter un destin que leur propre fils avait choisi. Si seulement J avait compris plus tôt que la randonnée N n'était pas un cadeau. C était un plan, un piège, une condamnation à mort soigneusement préparée. Le matin de la randonnée, je me suis réveillé avec une boule dans la gorge, comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Antoine, lui, ne disait presque rien. Il avait ce silence tendu qu'il n'avait que dans les moments les plus graves de notre vie. Lorsque Pierre et Laurence sont arrivés devant la maison, je me suis forcé à sourire, mais mon cœur battait plus vite que d'habitude. Pierre a embrassé ma joue, un peu trop légèrement, comme s'il jouait un rôle. Et Laurence M. a offert un panier de pique-nique avec cet air doux qui me semblait désormais terrifiant. Le trajet jusqu'aux gorges du Tarn-S est déroulé dans une ambiance parfaitement orchestrée. Laurence chantait doucement en regardant le paysage. Pierre conduisait comme un modèle de prudence, respectant chaque virage, chaque limitation. Je me souviens avoir pensé que tout sonnait faux, que leur joie était une façade trop parfaite. À un moment, J ai croisé le regard d'Antoine. Il a glissé discrètement sa main dans la mienne et j'y ai senti le léger mouvement de son pouce qui activait l'enregistrement dans la poche de son manteau. C était notre seul bouclier. Quand nous sommes arrivés au début de la randonnée, la lumière du matin faisait briller les rochers et les pins. Le bruit de la cascade au loin donnait une impression de paix presque insultante. Laurence a sauté hors de la voiture avec un enthousiasme calculé, prenant sa caméra, vérifiant l'angle de la lumière, ajustant son foulard, comme si nous allions faire une séance photo professionnelle. Pierre, lui, vérifiait les sangles de son sac à dos, où J est aperçu, entre deux tissus, une corde soigneusement enroulée. Un frisson a traversé ma nuque. Nous avons commencé à marcher. Le chemin serpentait entre des pierres moussues, des pins au tronc tordu et des falaises abruptes qui tombaient droit dans le vide. Le paysage était magnifique. Si magnifique qu'il semblait ironique pour quelqu'un qui venait y mourir. Laurence marchait devant, extasiant sur chaque fleur sauvage, sur chaque rayon de soleil filtrant entre les branches. Pierre restait derrière nous, comme pour nous protéger, ou pour surveiller le moment exact où il ferait son geste. Après une demi-heure de marche, Antoine commençait déjà à respirer plus lourdement. Je sentais mes jambes se fatiguer, les pentes devenaient plus raides, et les pierres glissaient sous nos chaussures. Je me disais que tout cela faisait partie du plan. Nous affaiblir, nous épuiser, pour que la dernière étape soit rapide et irréversible. À plusieurs reprises, Pierre nous a demandé si nous voulions faire une pause, mais ces mots, enveloppés de douceur, sonnaient comme des ordres déguisés. Lorsque nous sommes arrivés à un embranchement, Laurence S. est tournée vers nous, excitée comme une enfant. « Regardez cette formation rocheuse, la vue doit être incroyable depuis là-haut. Venez, nous devrions monter, ce serait parfait pour des photos. » Je me suis figé. Le petit sentier qui menait au promontoire était étroit, instable, presque dangereux pour des randonneurs expérimentés. Pour 2 personnes de plus de 60 ans, C était un risque énorme. Ce N est peut-être pas une bonne idée, ai-je dit doucement. Le chemin me semble glissant.
Pierre a posé une main sur mon épaule. « Maman, je t'aiderai. Nous serons prudents, je te le promets. » J'y ai senti sa main se refermer légèrement, pas pour me rassurer, mais pour m'entraîner. Nous avons gravi ce passage étroit. À chaque pas, j'y avais l'impression que la terre pouvait se dérober sous mes pieds. Antoine S. accroché au rocher, serrant les dents, déterminé à ne pas montrer sa peur. Laurence, déjà en haut, nous appelait avec sa voix légère. « Vous allez adorer, la vue est incroyable !» Quand nous avons atteint le sommet, j'y ai compris immédiatement. La plateforme rocheuse était large, mais son bord donnait directement sur un ravin profond, rempli de pierres tranchantes. La cascade grondait en bas, comme si la nature elle-même annonçait que quelque chose d'irréversible allait se produire. Laurence a levé sa caméra. « Placez-vous juste là, un peu plus près. Oui, comme cela. » Antoine M. a serré contre lui. Je sentais son cœur battre très vite. « Souriez, » a dit Laurence. « Ce sera une photo inoubliable. Une photo de nos dernières secondes. » Puis Pierre S. est approché lentement derrière nous. Je le voyais du coin de l'œil. Ses pas étaient calculés, son regard fixé sur nos dos. Et c'est là que j'y ai senti Antoine se raidir. Il avait compris que le moment était venu. « Encore un pas en arrière, » a dit Pierre, avec une douceur meurtrière, « pour avoir toute la cascade dans le cadre. » Antoine a tourné la tête vers moi. Ses yeux disaient tout. Ce regard restera gravé en moi jusqu'à ma mort. Il a murmuré presque sans bouger les lèvres. « Tiens-toi prête. » Puis il a pivoté brusquement et a attrapé le poignet de Pierre. « Si nous tombons, » a-t-il grogné, « tu tombes avec nous. » Tout s'est passé en une fraction de seconde. Laurence a crié. Pierre a perdu l'équilibre. Antoine a tiré. Mes pieds ont glissé. Le monde S est renversé. Le ciel et la terre se sont mélangés. Et la chute a commencé. Une chute vers la mort. Une chute que je oublierai jamais. Quand mon corps a heurté les rochers au fond du ravin, un cri silencieux a éclaté à l'intérieur de moi. La douleur était partout, une vague brûlante qui ne me laissait aucun répit. Pourtant, malgré le choc, malgré le sang qui coulait sur mon visage, je savais que je devais rester parfaitement immobile. Les mots d'Antoine résonnaient encore en moi comme une prière et un ordre à la fois. « Ne bouge pas, fais la morte. » Alors j'y ai fermé mes yeux, j'y ai laissé ma tête tomber sur le côté et j'y ai retenu ma respiration autant que je le pouvais. À quelques mètres, j'y entendais Antoine gémir, mais lui aussi tentait de se figer. Nous étions deux corps meurtris, offerts à la cruauté de notre propre fils. Très vite, des bruits ont surgi au-dessus de nous, des frottements sur la roche, des grognements de douleur. Pierre et Laurence bougeaient. Ils étaient vivants. Mon cœur martelait ma poitrine si fort que j'avais peur qu'ils puissent l'entendre. Je me suis crispée encore davantage, priant pour devenir invisible. La voix de Pierre a retenti, tremblante mais lucide. « Laurence, est-ce que tu peux bouger ?» Elle a répondu dans un souffle brisé. « Ma jambe, je crois qu'elle est cassée. » Pierre, j'y ai mal. Puis elle a ajouté, avec une froideur qui m'a glacé le sang. « Et les vieux ?» J'y ai senti une vague de haine me traverser. Nous n'étions plus des parents, des êtres humains. Nous étions des obstacles. Pierre S. est traîné vers nous. J'y ai senti les pierres rouler sous son poids. Je me suis enfoncée encore plus dans l'immobilité, comme si la mort pouvait me prêter son masque. Il a approché son visage du mien. J'y ai senti son souffle, lourd, agité. « Ils sont morts », a-t-il déclaré après quelques secondes. Les deux. Laurence a laissé échapper un soupir de soulagement. Alors tout s'est passé comme prévu. Comme prévu. Ces deux mots ont laissé une brûlure plus profonde que mes blessures. Ils se sont mis à discuter. Laurence voulait appeler les secours tout de suite, mais Pierre refusait. « Pas maintenant, nous devons réfléchir. Nous avons déjà répété l'histoire. Nous étions en train de prendre une photo, une pierre S est détachée, papa a glissé, a entraîné maman, nous avons tenté de les retenir. » Laurence a complété. « Ils sont tombés, et nous aussi. Une tragédie, une randonnée qui tourne mal. Personne ne peut douter de cela. » Je les écoutais, chaque mot imprimé comme une entaille dans ma mémoire. Leurs mensonges étaient prêts.
leur mise en scène parfaite. Et S, ils apprenaient que nous étions vivants, ils nous achèveraient sans hésiter. Je le savais. Antoine le savait. Pendant qu'ils se débattaient avec leurs propres blessures, ils ont lentement commencé à remonter la pente en rampant, cherchant un endroit où le réseau passait mieux. Ils gémissaient, se plaignaient, mais ils avançaient, et plus leur voix s'éloignait, plus je pouvais respirer, très légèrement, très prudemment. Lorsque finalement le silence est revenu, je me suis tournée vers Antoine dans un mouvement imperceptible. « Tu es vivant ?» ai-je soufflé si bas que je doutais qu'il puisse entendre. « Oui », a-t-il murmuré, la voix chargée de douleur. « Ma jambe, je crois qu'elle est brisée, mais je respire. » J'y ai fermé les yeux, submergé par un mélange d'horreur, de soulagement et de terreur pure. « Le téléphone, il a tout enregistré ?»« Oui, » a dit Antoine, « mais nous n'avons aucun réseau ici, nous devons attendre. » Attendre. Le mot sonnait comme une condamnation. Attendre qui? Attendre quoi? Si les secours tardaient, nous pouvions mourir là, réellement cette fois, sans que personne ne sache jamais ce que notre fils avait fait. Mais si les secours arrivaient trop vite, Pierre aurait, elle, occasion de détruire les preuves. Peut-être même de finir ce qu'il avait commencé. Nous étions suspendus entre deux abîmes. Le temps est distendu. Je n'avais plus de notion de minutes ou d'heures. Je n'entendais que ma respiration irrégulière et celle de Antoine. Puis, enfin, un bruit lointain a brisé l'air. Des voix, des ordres, le cliquetis de cordes que elles ont déployées. Les secours arrivaient. J'y ai entendu Laurence crier, jouant son rôle à la perfection. « Venez vite, ils sont tombés, aidez-nous !» Je suis resté immobile lorsque les premières cordes ont frôlé les pierres. J'y ai entendu un secouriste descendre, puis un autre. « Nous avons 2 victimes ici !» a crié un des eux. « Une femme, un homme, respiration faible. » Il croyait à mon rôle. C était ma seule chance. Il m'ont ausculté. Une main gantée a touché mon cou, cherchant un pouls. Puis, une voix masculine a dit « Pouls très faible, mais présente. Elle est vivante. » J'y ai lutté pour ne pas bouger. Pas encore. Pas tant que Pierre pouvait entendre. Ils nous ont hissés un par un hors du ravin, déposés sur des brancards, puis transportés vers les hélicoptères. Je sentais la présence de Pierre et de Laurence près de nous, pleurant, tremblant, jouant la comédie de leur vie. Une fois dans l'hélicoptère, j'y ai gardé les yeux fermés, le souffle minuscule, le corps inerte. Je devais attendre l'instant où quelqu'un de neutre, quelqu'un de juste, serait près de moi sans eux. C'est alors que tout changerait. Au moment où l'infirmière du SAMU a posé sa main sur mon bras, j'y ai compris que cet instant approchait, et que mon rôle de morte touchait enfin à sa fin. Lorsque l'hélicoptère est posé à l'hôpital de Millau, je me suis laissé porter comme un corps sans vie. Les secouristes parlaient entre eux, concentrés, sérieux. J'y entendais leur voix comme à travers un voile. J'y étais toujours prisonnière de mon rôle, prisonnière de ce mensonge vital que je devais maintenir pour survivre. Antoine était sur un autre brancard, à ma droite. Je percevais sa respiration, irrégulière mais bien présente. C était tout ce qui me permettait de rester ancré au monde. Les portes des urgences se sont ouvertes dans un bruit sec et une équipe médicale est précipitée vers nous. Ils m'ont installé dans une salle blanche, trop lumineuse, où les néons me brûlaient malgré mes paupières fermées. Des mains expertes ont vérifié ma tension, mes côtes, mon crâne. Puis j'y ai entendu une voix féminine approcher. « Je suis infirmière Marine. Nous allons nous occuper de vous. » Cette voix avait quelque chose d'humain, de doux, comme un fil qui pouvait me ramener à la surface. Quelques minutes plus tard, j'y ai entendu des pas précipités. Pierre, Laurence. Ils jouaient la scène jusqu'au bout, sanglots étouffés, respiration saccadée. « Nous voulons les voir, » disait Pierre. « Nous devons leur dire au revoir. » Je sentais son ombre se pencher au-dessus de moi, son odeur, son souffle, ce parfum familier qui m'avait autrefois rassuré. Il a pris ma main et j'ai dû mobiliser tout mon courage pour rester complètement immobile. Puis il s'est penché encore plus près et a murmuré si bas que même un médecin n'aurait pas pu l'entendre. « J'espère que tu as compris ta leçon, maman.
Tu aurais dû arrêter avec toutes tes questions. Certaines vérités doivent rester enterrées, comme Édouard. Ces mots, venimeux, ont glissé jusque dans mes os. Mais quelqu'un avait entendu. J en était certaine. Car quelques secondes plus tard, J ai senti l'infirmière Marine tressaillir à côté de mon lit. Lorsqu'ils ont quitté la pièce, J ai pris le plus grand risque de ma vie. J ai bougé mon index. Un mouvement minuscule, presque imperceptible. Marine, elle, a vu. Elle est penchée vers moi comme si elle vérifiait une perfusion. Si vous m'entendez, bougez encore une fois le doigt. Je l'ai fait. Elle a blêmi. Mon Dieu, vous êtes consciente. Sa voix était un souffle, un secret partagé dans un sanctuaire silencieux. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec le médecin-chef et 2 policiers. Lorsque J ai ouvert les yeux, lentement, très lentement, l'un des eux a dit doucement « Madame, vous êtes en sécurité. Nous sommes là. Dites-nous ce qui s'est vraiment passé. » Alors, pour la première fois depuis la chute, J ai laissé ma voix sortir. Un murmure, presque un souffle. « Pierre a voulu nous tuer. Ils nous ont poussés. Ils ont tué Édouard il y a 20 ans. Il faut écouter le téléphone de mon mari. Il a tout enregistré. Tout. » Le commandant Rivière M a posé une main rassurante sur l'épaule. « Ne vous inquiétez pas, nous allons vérifier. Et nous allons agir très vite. » 1 heure plus tard, Antoine se réveillait à son tour. On lui a demandé son téléphone et il l'a donné sans hésiter. Les gendarmes ont écouté l'enregistrement. Le silence dans la pièce S est épaissi à mesure que les mots de Pierre et de Laurence résonnaient dans les haut-parleurs. Leurs aveux, leurs plans, leur absence totale de remords. Le commandant Rivière a relevé la tête. « Madame, monsieur, vous venez de sauver votre propre vérité. » Puis il est sorti, son expression transformée par une détermination glaciale. Dans le couloir, Pierre et Laurence attendaient, jouant encore leur rôle de couple dévasté. Lorsqu'ils ont vu arriver les gendarmes, leurs visages se sont figés. « Pierre Dubois, Laurence Dubois, vous êtes en état de arrestation pour tentative de assassinat sur Caroline et Antoine Dubois, ainsi que pour homicide volontaire d'Édouard Dubois. » Le monde S est effondré pour eux en moins de 30 secondes. Pierre a perdu toute couleur. Ce N est pas possible. Ils étaient morts. Je veux dire, nous... Trop tard. Chaque mot qu'il prononçait, enfonçait davantage. Laurence, elle, a immédiatement crié que tout était la faute de Pierre. Qu'elle, N, avait jamais voulu faire cela. Qu'elle avait été manipulée. Mais l'enregistrement racontait toute une autre histoire. Les mois qui ont suivi ont été un long processus de reconstruction. Antoine et moi avons dû réapprendre à vivre sans la peur et sans le poids des secrets. Nous avons dû témoigner devant la cour d'assises. Je me souviens encore du jour où j'ai regardé Pierre dans les yeux. Je n'ai rien reconnu en lui, ni l'enfant que J avait bercé, ni l'adolescent taciturne, seulement un homme qui avait choisi la noirceur. Je lui ai dit « Mon fils est mort le soir où tu as tué Édouard. Je ne fais que survivre au monstre qui l'a remplacé. » Pierre et Laurence ont été condamnés pour leurs crimes. Prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté longue. Justice. Pas consolation, mais justice. 1 an plus tard, notre maison résonne de nouveau de rire, ceux de nos petits-enfants que nous avons commencé à accueillir. Ils ne savent rien de l'horreur. Ils ne savent pas encore à quel point la vérité peut sauver ou détruire. Nous leur apprenons seulement l'essentiel, est l'amour, le respect, la lumière. Et moi, chaque soir, je remercie la vie de m'avoir laissé une seconde chance. Une chance de dire la vérité. Une chance d'aimer encore. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, que auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.